Francis Cabrel, comme à confesse. C'est des chansons en fait pour, pour Franco Zani, Pierre Lacroix, etc. Mais je crois que les Agenais ont dans le sang la fibre rugby, quoi. On est avec. Moi, mon père m'a amené au stade, j'avais peut-être, je situe ça entre 9 et 10 ans, c'était les grands Agen-Lourdes. Donc je me souviens de Michel Crost, terrible combattant. Et après justement, oui, la génération Lacroix, Zani, Sidjar, Biémouré, tout ça, j'ai vu jouer tous ces gens-là. C'était comme une religion, quoi, une ferveur, ça te prend progressivement, puis ça te lâche plus, et j'y suis toujours. Non, j'ai jamais été licencié rugby, j'ai joué au basket donc, après j'ai joué au foot dans une équipe de musiciens et de techniciens, enfin bon, tout un monde autour de la musique. Là j'habitais à Paris pendant une douzaine d'années, donc là j'ai joué au foot. Après j'ai fait 30 ans de tennis, mais j'ai jamais joué au rugby parce que là vraiment, je crois qu'il faut une préparation physique, il faut être un peu dur, quoi, dur au mal, et moi je suis assez douillet dans le genre. Ouais, avec le recul, non, je regrette pas parce que vraiment c'est pas, autant j'adore regarder, mais je pense que vraiment c'était pas quelque chose pour moi, quoi. Il faut être bagarreur et moi j'ai jamais été, donc voilà. Donc le tennis c'était parfait, sport individuel, ça je gère, mais le collectif, non, je pense que je ne serais pas arrivé. Un ballon de rugby, c'est quand même un miracle, quoi. Ah, ça c'est pour vous. Ah ouais? Quand il pleuvait avec ça, dis donc. Ben c'est un modèle d'intelligence parce que ça permet un jeu assez subtil et puis surtout, il est tellement capricieux qu'il y a cette part de hasard, le bon rebond, le mauvais rebond. Moi, ça fait bisquer tout le monde. Moi, j'ai passé des après-midi avec mon frère, on se faisait des passes, on jouait à gagne-terrain sur le terrain justement de foot d'Astafor. Grand coup de tatane, arrêt de volée, enfin bon, tout y est passé. Mais ça, c'était plutôt des jeux entre nous, mais un bel objet, le ballon de rugby. C'est vrai que c'est un résumé un peu de la société, quoi. Les petits, les grands, les gros, les maigres, tout le monde embarqué vers le même but. Ben ça c'était vrai il y a quelques années, maintenant tout le monde est super trapu, très préparé physiquement. Donc, dans les autres séries où les gens sont moins préparés, moins affûtés, oui je pense que c'est plus une photo, un instantané de la société, on va dire. Maintenant que ça s'est ouvert à plein de nations justement, à plein de continents, je trouve que c'est un bel exemple, oui, de vie de groupe, ouais c'est ça, de vie de groupe, de résumé de ce qu'on est nous dans la vie de la rue, quoi. Alors je pense que j'ai la vista, depuis les tribunes j'ai une super vista et je pense que j'aurais fait un très bon numéro 10. Je sais très bien où il faut pouvoir envoyer le jeu, l'envoyer ou ne pas l'envoyer. C'est dans les intervalles qu'il y a le moins de monde, donc c'est là que je me faufilerai. Je pense que j'aurais fait un bon numéro 10. Oui, effectivement, le joueur dont on parlait du 10, mais les 9 et les 12, ce sont des joueurs qui éclairent le jeu, effectivement. Ouais. Devant ça pousse et derrière c'est censé quand même tout analyser, voir de quel côté, voir à quelle vitesse, voir avec qui, éblouir. Pas mal de joueurs qui éblouissent aussi quand même. On a connu nous des ailiers à Agen qui étaient vraiment éblouissants, donc un peu des deux. Ouais, ça a beaucoup changé, c'est vrai que c'est très très collectif, mais quand je prends l'exemple par exemple de Villiers qui joue à Toulon, là, qui est un type à peu près insaisissable, ou Colby, des gens comme ça, bon, les gros ont poussé, ils ont sauté, et le ballon d'accord il lui est parvenu, mais c'est pas du tout cuit quand même, donc il faut qu'il esquive, qu'il se tourne, qu'il accélère une fois, deux fois, qu'il crochette, donc que certains aient tiré la couverture médiatique, c'est quand même, ça se comprend quoi aujourd'hui. Ouais. Ouais, je pense notamment à l'attitude des piliers. Je vois que quand les mêlées sont super, c'est deux blocs super puissants comme ça, puis tout d'un coup, je sais pas, il se passe quelque chose, d'être obligé de se relever. Ce sont des athlètes qui se considèrent en fait, ils se relèvent, mais c'est pas alors qu'ils étaient tendus au maximum, que c'était au summum de leur force, tout ce qu'ils avaient donné sur l'instant. Il y a ce respect d'athlète en fait, quoi. C'était conscient que c'est tellement difficile que
Chacun doit rester concentré. Je crois qu'il y a un grand respect. D'abord, il y a le respect de l'arbitre en plus, qui est quelque chose de très typique au rugby. Quand on voit ce qui se passe au foot, par exemple, c'est vraiment détestable. Donc, il y a le respect des athlètes pour le mal qu'ils se sont donné et en se préparant et le mal qu'ils se donnent là sur le terrain. Et je crois que chacun mesure chez l'autre, en fait, qui est plutôt un adversaire qu'un ennemi. Et ça se transmet par du respect. Ouais. Non, j'ai pas de speech avant le concert, mais ça se fait naturellement. Mais c'est vrai que je suis dans le genre coach un peu, puisque tout ce qui est préparation, en fait, il faut que quelqu'un décide de l'habillage des chansons, de qui doit jouer quoi, à quel moment s'arrêter, à quel moment reprendre. Enfin, moi, il y a tout ce qu'on appelle les orchestrations. Les arrangements, c'est souvent moi qui ai le dernier mot. Pas seul, mais en fait, c'est quand même, étant donné que je suis l'auteur et compositeur des chansons, c'est souvent à moi qu'on demande alors, on fait quoi? Donc, je dois être quelque part un coach. Alors souvent, je me marre avec une phrase dont on me dit qu'elle a été dite par un entraîneur gersois. Bon, les gars, pas la peine d'avoir peur, ils sont comme nous, ils ont 15 bras, ils ont 15 jambes. Bon, ça, c'est... Celle-là, peut-être je la ressortirai pour détendre l'atmosphère. En fait, je pense que les gars doivent être remontés comme des pendules. C'est-à-dire la concentration, chacun son rôle, en fait. Voilà, c'est comme sur scène. Chacun est indispensable dans le petit domaine qu'il occupe et ensemble, ça fait un bloc. Et il faut que ça fasse un bloc. Donc, je pense qu'il y aurait des choses à dire à ceux qui, justement, font des conneries, tu vois, chaque match. Pas le savoir le match. Non, mais il y a des gens qui sont un peu des récidivistes. Là, il faut vraiment les appuyer là où ça pourra faire mal ou ça pourrait faire mal. Il faudrait vraiment se concentrer sur les ballons hauts, par exemple, sous les ballons hauts. Sous les ballons hauts, tiens, ça peut être un début de chanson. J'ai essayé de faire des chansons sur le rugby, mais c'était pas. On tombe toujours dans le. Enfin, comme moi, je n'ai pas réussi à me sortir du côté un peu folklore, du côté supporter. Et j'ai pas réussi à approfondir ça pour faire... J'y suis pas arrivé, donc... Ouais, les chansons sur les dépressions, ouais, ça me ressemble tout à fait. J'en ai déjà fait pas mal. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein d'aspects, effectivement, oui. Je pense qu'il y a trop de matchs déjà, trop de compétitions, enfin bon, pas assez de temps de repos pour ces gens qui sont au contact permanent, donc qui ont un sport brutal quand même, musculairement brutal. Là, je vois les doublons, là, les tournois, les tournées, le championnat est déjà super exigeant, donc oui, c'est sûr, à un moment donné, le joueur doit saturer, doit peut-être ne pas avouer quelques petits bobos et jouer avec, etc. Donc ça doit peser, oui, c'est clair. C'est-à-dire, j'aime beaucoup le rugby professionnel, et c'est propre, on comprend mieux ce qui se passe, c'est même plus... c'est moins imprudent que ça n'a été, ou brutal, mais le côté rugby champêtre, c'est vrai que ça reste beaucoup plus typique, en fait. Ma marotte, c'est le drop. Je mettrai le drop à 4 points, parce que c'est vraiment un geste technique d'une part, qui est vraiment dans le jeu. Personne ne s'arrête pour... Enfin, il est censé s'arrêter. Bien sûr, il y a les adversaires qui montent dessus en courant. Je veux dire, c'est pas un ballon posé sur un tee, c'est quelque chose qui récompense une avancée en plus, et qui est trop peu considéré, parce que c'est vrai que c'est un beau geste utile, enfin, c'est technique, c'est malin. J'adore ce... Il est tombé en désuétude, ça me... Ouais, je suis très frustré, ouais. Des fois Camille Lopez en tente des un peu impossible, je trouve que c'est plutôt bien. Mais ça fait très longtemps qu'on voit plus de drop, et je trouve que c'est toujours surprenant, quoi, un drop. Il y a un joueur justement contre nous qui a lancé un drop juste sur la barre, si je me souviens bien. Barre en plus très dur de tomber sur la transversale. Elle est là pour ça. Ouais, elle est un peu là pour ça, mais le mec a tenté un joli drop de super loin. Donc je suis content quand je vois des drops. Bon, beaucoup de matchs de l'équipe de France, c'est vrai, sont redevenus extrêmement agréables. Pour avoir vu toute la carrière de Philippe, pratiquement, c'est vrai qu'il y a eu des très grands moments. Mais il y a un joueur qui nous a, après Philippe, nous a vraiment soulevé le stade à lui tout seul, c'est Sosoni Bouka. Et lui, vraiment, je pense que tout le stade, où les 3/4 venaient pour le voir jouer à lui, donc on revient à ces fameux personnages qui sont hors du commun. Et c'est vrai qu'il se sortait de situations impossibles, donc ouais, c'est vrai que ça a été de grands moments, ouais.
Ouais, je suis devant ma télé parce que j'ai rarement vu l'équipe de France au stade. Il faut monter à Paris. Alors je ne comprends pas déjà pourquoi l'équipe de France joue toujours à Paris, par exemple. Est-ce que Toulouse, ce ne serait pas une capitale autrement plus importante que Paris en ce qui concerne le rugby notamment? Donc peut-être quelques matchs du tournoi à Toulouse, ça serait l'apothéose, je pense. Et l'équipe de France jouerait encore mieux. Alors le haka, je ne le rate jamais et j'adore. J'adore parce que là c'est un moment d'histoire, c'est un témoignage qui remonte peut-être à un siècle ou deux, je sais pas, c'est tout l'esprit de la tribu qui ressort comme ça face à nous. C'est une chorégraphie très très léchée, en fait très réglée. Il y a de la puissance et il y a de l'humour même, je pense. Donc ça c'est vraiment une réussite collective comme ça que j'apprécie et je trouve ça plus émouvant qu'un hymne en fait. J'imagine que c'est tribal, que c'est à l'époque où les gens combattaient pour un peu de terre supplémentaire, je sais pas, faire des prisonniers, des esclaves, j'en sais rien quoi, d'une tribu à l'autre. Ils devaient s'encourager, peut-être effrayer l'autre aussi avec ce genre d'attitude avant d'aller se battre, quoi. Donc là c'est un peu pareil, mais on va se battre. Tout est codifié désormais. Je trouve ça magnifique de pureté en fait. Ils nous font participer à leur histoire et ça remonte jusqu'à nous depuis si longtemps. Je trouve qu'il faut respecter ça. Et je voulais ajouter un truc, c'est qu'il y a eu un épisode un peu où les Français se sont mis à avancer comme ça progressivement jusqu'à presque toucher les... Et je trouve que c'était pas bien, c'était de l'insolence, c'était un peu déplacé parce qu'il faut respecter ça, il faut l'observer, prendre la force qui s'en dégage, mais pas toucher à ça. C'est comme si quand tu chantes à la Peña Bayona, tu vois, dans les travées du stade de Bayonne, tu avais tout d'un coup une musique qui des techno dans les haut-parleurs qui empêche qu'on entende le public, quoi. Il faut respecter ça, il faut respecter tous les... Voilà. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il y a une chose que je dis souvent, c'est si jamais tu ne te prépares pas, si tu ne sais pas, si tu n'as pas observé, si tu n'as pas anticipé, quand tu rentres sur le terrain, que tu joues contre les All Blacks avant le coup d'envoi et que tu vois le haka, tu reviens au vestiaire. Ah ouais. C'est différent et cette préparation elle est essentielle pour que dans cette représentation qu'il y a avant le coup d'envoi. Il y a ce face-à-face et j'aime bien le respect qu'il peut y avoir entre les deux équipes. C'est vrai qu'on ressent une force de la part de l'ensemble de l'adversaire durant le haka. Et quand on est adversaire, on est là aussi pour essayer d'être meilleur évidemment que l'adversaire. Et donc, moi ce que je faisais, c'était je prenais un, deux joueurs et je les regardais dans les yeux. Et j'essayais de renvoyer, comme un boomerang, en fait, tous ces messages en fait, que l'on lit avant ou qu'on essaie de connaître avant. Sinon, c'est vrai qu'on peut avoir on peut trembler, on peut avoir des craintes. Alors que là, c'est l'effet inverse. Si jamais on est prêt et qu'on regarde bien son adversaire face à face comme ça, à un moment donné... Est-ce qu'il avait peur? Vous sentez qu'il avait peur? Je ne pense pas quand même. L'image du boomerang, c'est ça en fait. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Voilà, c'est le mot qui résume. C'est-à-dire, on reste à sa place, mais on renvoie par la force de la pensée et du regard. Il y a une chose quand même, en fait, parce que c'est arrivé très peu et on l'a vu justement dans cette Coupe du Monde. Quelque part, il faut oser faire quelque chose qui ne se fait pas. Il y a eu un respect au moins, c'est qu'ils ne sont pas allés au contact. Parce que là, ça aurait été... Ah ben non, mais là, encore heureux. Ah non, c'est pas possible. Ben non, il faut pas. Moi, je pense que ce que j'ai vu de très bien dans le haka, en fait, parce que là, c'était à la limite de ce qui est supportable. Et je pense qu'ils l'ont fait pour que les All Blacks soient désorganisés. Oui, déstabilisés. Mais il y a un haka que en fait, pendant un haka où les All Blacks s'étaient mis en V, oui. Là aussi, ils avaient changé un petit peu leur tactique, c'était assez impressionnant. Et là, tu peux être déstabilisé. Bon, l'équipe de France n'avait pas eu une idée parce que quand ils ont avancé sur les All Blacks, ils l'avaient décidé avant. Ah ouais. Je ne pense pas que ça se fasse instinctivement.
Non, mais je suis d'accord sur l'image, c'est vrai que c'est de la sensation. Les médias adorent ce genre d'affrontement comme ça, complètement surprenant. D'un coup, tout le monde s'est mis à dire, oh là là, oui, c'est la testostérone qui parle déjà avant que l'arbitre ait sifflé le coup d'envoi. Donc j'admets le côté spectaculaire, même courageux peut-être un peu, mais je reste sur mon idée qu'un haka, c'est tellement précieux. Mais il faut le respecter. Il faut le respecter, ouais. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est comme la baguette, elle vient d'être citée, je sais pas, patrimoine mondial de quelque chose, et ben le haka, c'est pareil. Dans les différents pays du Pacifique, chacun a son haka en fait. Et le plus connu, effectivement, c'est celui des Néo-Zélandais. Et c'est effectivement. Et nous, on n'en a pas. Non, on n'en a pas. Non, et je ne pense pas qu'on arrivera à en avoir. Non, malheureusement. Mais toi, il y avait quelque chose de frustrant, je pourrais dire. C'est quand on était en rond, quand il y avait le fameux haka, et qu'on était en rond. On entendait, on ne voyait pas. Ah oui. Ça, c'était frustrant, en fait, pour un joueur. Et puis, c'est pas la bonne tactique non plus. Non, et la première fois, c'est en finale en 87, lors de la première Coupe du Monde, où on s'est mis face à eux, aux 40 mètres. Il y avait des règles aussi, et justement, où chacun devait être sur la ligne des 40 mètres. Et donc, on est resté comme ça, aligné, et c'est la première fois où on a vu et entendu le haka. Alors, parce que, ça t'a fait quoi? Mais moi, j'ai préféré. Ouais. Non, mais j'ai préféré parce que John Kirwan, en fait, les différents joueurs qu'il y avait en face et ceux que je pouvais avoir en face, c'était plus agréable, tu vois, pas parce que il y a effectivement qu'il y a un respect d'abord ancestral de la culture maori, de la culture néo-zélandaise. Et avant un match, dans le défi, c'est mieux d'être face à face, de s'observer et d'essayer de gagner quelques degrés de puissance en soi. C'est une chance de voir ça de si près. Moi j'aurais aimé, juste, tu vois, comme il disait tout à l'heure, tu es titulaire, tu as le haka en face, tu as peur, après tu rentres au vestiaire, mais au moins tu as vu le haka de près. Parce qu'à la télé, c'est pas la même chose. Je vais faire ça la prochaine fois, tiens. Non, je peux commencer, mais voilà. On fera que le début. Oui, on verra le début. De toute façon, c'est que le début qui est bien. Après, ils répètent un peu toujours les mêmes trucs, non? En Nouvelle-Zélande, des tribus qui voyaient arriver d'autres tribus. Oui. Et donc, qui disaient que c'était en fait la crainte qu'il pouvait y avoir. Dans un premier temps, c'est la mort, tu vois. Et puis, le côté vivant, c'est la vie, quoi. Et avec ce côté aussi où il y a des expressions, on le voit, des gestes, etc. C'est pour se protéger et pour se renforcer un peu mais de la volonté de vaincre, de pouvoir passer outre ce combat qui outre la peur aussi. Ouais. Outre la peur, exactement. Et alors ça dure combien de temps un haka? 1 à 2 minutes. Une à 2 minutes, ouais. En fait, parce que c'est quand même une sacrée chorégraphie. Et aujourd'hui, il y en a 2 haka. Moi, celui que je connais le mieux par rapport à la période de jeu, c'est le kamate, qui est le traditionnel. Et puis, il y a eu derrière un autre haka qui s'appelle le kapao pango, qui a été fait pour la première fois, il me semble bien, sur un match contre l'Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Parce qu'en Afrique du Sud, les Néo-Zélandais, sur un haka, avaient été sifflés par les supporters, ce qui est inadmissible. Ah oui. Ça se respecte, tu vois. Et en fait, au match retour du Tri-Nation, là, eh bien, le kapao pango est arrivé. Ah, ils ont changé. Et c'est là où il y a eu le geste final qui fait peur un peu. J'ai bien aimé cette position des Français face au All Black qui était aussi... Là, le V, en gros, c'est le V de la victoire. Et oui. Avant le match, il faut oser un peu aussi. Mais c'est une motivation supplémentaire pour eux. Voilà, ça, Bon, déjà, on appuie sur les cuisses. Faut être préparé quand même. Et il reste longtemps dans cette position. Et là, c'est le kapao pango, là-bas. Ah ouais. Ça, c'est le deuxième haka, qui est un haka qui a été bâti et construit avant un match contre l'Afrique du Sud. Et ils le font dans des moments
je dirais, exceptionnel. Et là, ça en fait partie parce que c'est, il me semble, la demi-finale. La finale en Nouvelle-Zélande de 2011. Voilà. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils disent. Non, mais ça, t'aurais pu bosser quand même. Mais je pense que... Non, mais t'as raison, c'est la mort, et après, c'est la vie, c'est la vie. C'est ça voilà. qui est important. Ça, et il y a tout un message très positif quoi, derrière, tu vois. Donc, c'est le Kamate, Kohara, Kohara. Ce sont les premiers messages. C'est la mort, c'est la mort, c'est la vie, c'est la vie. Et donc, tu pars sur la vie, quoi, sur la vie et tu enchaînes derrière. De gens qui, quand même, étaient presque sûrs d'aller se faire tuer, parce que là, on parle évidemment des guerres tribales, pas sûr de s'en sortir, donc c'est quand même... Oui, mais heureusement, il y a des règles, là. Ouais, aujourd'hui, il y a des règles. Il y a les règles. Aujourd'hui, heureusement, il y a des règles. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Notamment le groupé pénétrant qu'il faudra qu'on m'explique. Hein? Ah, tu viens avec moi? Allez. Ça commence comme ça, on tape des pieds, on tape des mains. Hein? Kamate, Kohara, Kohara. Ah d'accord. Kamate, Kohara, Kohara. Kamate, Kohara, Kohara. Voilà, et puis derrière, il y a la suite. C'est pas un boaka, ça?